Là, voilà, c'est ça. Bonjour Nathalie, bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce sommet virtuel sur les rencontres de la liberté d'être soi. Très heureuse de vous accueillir et surtout très heureuse que vous ayez accepté mon invitation parce que moi je vous ai connu par le biais du site Family Psy que vous avez créé, un site de psychologie entièrement dédié à la famille, en fait, avec des thématiques qui vont de la parentalité, oui, aux problèmes conjugaux, enfin, au stress, au conflit, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Et du coup, bah, ce site est tellement plein de ressources pour moi que bah, ça fait déjà quelques années que j'y pioche pas mal de choses, que je suis très heureuse de vous inviter aujourd'hui pour ce sommet. Merci d'être là. Est-ce que, Nathalie, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Présenter votre... Oui, bien sûr. Alors, déjà, merci Anne-Sophie pour l'invitation, hein. C'est toujours un plaisir de contribuer à participer, à partager des clés sur des thématiques qui me semblent essentielles, hein, d'autant que la famille aujourd'hui, elle est beaucoup éprouvée, elle est beaucoup déstabilisée par tout un tas de difficultés, de défis. Et on le voit bien, hein, quand on est, par exemple, dans des périodes un peu difficiles, comme ça a été le cas pour le confinement, bah, on se resserre un petit peu dans ce petit noyau, dans ce petit cocon familial, et puis soit il est solide et on y trouve vraiment un refuge, soit il est fragile et dysfonctionnel, et auquel cas bah, c'est l'inverse en fait. On a du mal à trouver un appui et de la sécurité. Donc, c'est bien pour montrer que la cellule familiale, elle est très importante à notre équilibre. Et donc, bah, cette conviction, je l'ai depuis longtemps. Ça fait 22 ans maintenant que j'exerce en tant que psychologue. Je suis spécialisée sur les questions familiales, d'éducation et le développement humain, de la naissance à la mort. Donc, ça me permet d'intervenir avec par exemple, en cabinet avec des couples, des parents, mais aussi des personnes qui sont en recherche, je dirais, de mieux se connaître, hein, ou de grandir, de dépasser, par exemple, des épreuves de la vie personnelle, de la vie familiale. Donc ça occupe une bonne partie de mon temps. Et puis, je suis également formatrice, hein. J'ai enseigné à l'université pendant 11 ans. Puis, j'ai animé des formations dans le milieu de l'entreprise, le milieu associatif. Parce que ça fait longtemps que l'idée de transmettre, on va dire, mes familières, et que j'ai à cœur, on va dire, de démocratiser la psychologie. Là où, en fait, en université, effectivement, elle est réservée à des étudiants qui sont déjà sensibilisés au sujet. Pour moi, c'est important finalement de l'élargir, de sortir des bancs universitaires pour rendre accessible, hein, tout simplement, aux parents et à ceux qui en ont directement besoin. Donc, transmettre le savoir pour finalement se l'approprier et développer, puisque ça, c'est vraiment l'objectif et de ma pratique et de Family Psy, c'est de développer les compétences parentales. Parce que, en fait, ça mobilise être parent plein de capacités et de compétences relationnelles, émotionnelles, que l'on connaît, hein, par ailleurs, hein, dans d'autres domaines. On parle déjà dans l'entreprise, ça fait longtemps qu'on va traiter ces sujets-là, mais effectivement, ils sont différents puisqu'on n'est pas avec un collègue pareil que quand on est avec son conjoint, avec ses enfants. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il y a 5 ans, ça m'a semblé évident, après avoir travaillé en tant que fonctionnaire dans l'administration pour un service qui s'occupait justement des enfants et des adolescents, et, et des violences intrafamiliales. J'ai voulu aller plus loin. Ça n'a pas pu être possible dans le cadre de cette administration qui restait institutionnelle, très, très, très fermée en termes de possibilités. Je vais résumer ça comme ça. Et donc, à un moment, j'ai sauté le cap de me mettre à mon compte et puis de créer Family Psy, qui effectivement a d'abord pris la forme d'un blog. Et aujourd'hui, est une plateforme qui propose à la fois des contenus, donc des ressources, des outils, des conférences, des formations plus approfondies suivant le niveau de compétence justement que l'on souhaite acquérir. Voilà, donc un petit peu pour mon parcours. Un beau parcours, un beau parcours. Oui, alors il y a des ressources en fait gratuites, hein, offertes,
Et puis, il y a des possibilités aussi, effectivement, d'acheter des formations ou d'être suivi par un professionnel comme vous ou un Oui, autre, quoi. Voilà, tout c'est à ça. fait. Alors, il y a déjà pas mal de ressources effectivement gratuites quand on a C'est juste ça. besoin de s'informer, de piocher un petit peu des choses. Mais il y a un moment donné, on a envie d'aller plus loin, soit parce qu'on a un travail à faire, on souhaite aller dans une démarche plus personnelle et donc se faire accompagner, soit parce que, en tant que parent ou parfois en tant que professionnel aussi, je sais qu'il y a pas mal de professionnels qui suivent les contenus. Et ben, du coup, on va aller plus loin avec voilà, des outils, des techniques qui sont présentées sur différents sujets où là, on va pouvoir traiter vraiment un thème de manière beaucoup plus approfondie. Et ça nécessite une formation, comme on le voit dans la vraie vie. Parfois, il faut pouvoir aller un peu plus loin pour vraiment aller au fond des choses et puis s'accaparer finalement les compétences et expérimenter pour pouvoir développer ces compétences. Ouais. Moi, je le conseille vivement, ce site, parce que c'est génial. Il y a tellement de choses. Et puis, c'est alimenté souvent, c'est actualisé, etc. En fait, hein, ça bouge très souvent. Voilà, Tous les mois, il y a de nouvelles conférences, de nouvelles contributions, puisque bien sûr, moi, je travaille sur le site et j'apporte du contenu, mais en fait, il y a tout un réseau de professionnels, des psychologues, des chercheurs, des personnes qui vont apporter aussi leur expertise et donc qui vont contribuer à apporter des contenus et de manière vraiment accessible. C'est vraiment dans une optique pragmatique et positive. On est là pour regarder ce qui va être une solution oui, par rapport à une problématique. Ouais. exactement, exactement. Super. Nathalie, aujourd'hui, on a convenu toutes les deux de parler de culpabilité. Ça s'insère bien dans le thème du sommet qui est la liberté d'être soi. Voilà, et enfin, ça s'insère bien parce que justement, souvent, la culpabilité, eh bien, ça peut nous alourdir et nous empêcher d'être libre, d'être libéré voilà, hein, de plein de choses. Donc voilà, donc on a convenu de ça parce que je pense que c'est un thème qui touche aussi beaucoup, beaucoup de gens à différents moments de nos vies. Et voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est déjà la culpabilité? Oui, c'est le point de départ, effectivement, de comprendre ce qu'est la culpabilité parce qu'il y a un certain nombre d'idées reçues sur la culpabilité. Il faut commencer par dire que la culpabilité, elle est normale. Elle est normale dans le sens où en fait elle est reliée à notre vie sociale, elle est reliée en fait à la perception que l'on a de nos comportements et de nos actes, notamment vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que dans les situations où on est renvoyé à une faute, à une perte, on va par exemple agir et puis on voit que ça a créé un préjudice chez l'autre, on a fait du tort à quelqu'un, par exemple, eh bien, du coup, on va être renvoyé à la faute qu'on a commise. Et du coup, de façon assez instinctive, automatique, ça va déclencher un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire le fait de se sentir coupable d'avoir agi d'une façon qui a causé un tort à l'autre. Alors, jusque-là, il n'y a pas beaucoup de problème, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la vie sociale. À l'inverse, imaginez si on n'avait pas ce sentiment de culpabilité, qu'on se faisait du tort à tort Oui, et à travers, et que bien sûr, sans en sentir du tout de culpabilité, d'ailleurs c'est une problématique dans certaines pathologies, évidemment, vivre avec un sentiment d'impunité, sans avoir le sentiment du complètement. tout de pouvoir réparer par exemple leur faute, eh bien ça deviendrait vite la loi de la jungle et toute vie sociale serait très problématique. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire la culpabilité, elle est liée à notre vie sociale, elle est liée aussi à des normes culturelles, parce qu'on n'est pas imprégné de la culpabilité de la même manière suivant la culture à laquelle on appartient. Il y a des normes culturelles qui vont orienter, je dirais, qui vont donner une coloration particulière à la culpabilité. C'est-à-dire qu'on a des cultures qui sont plus imprégnées de cette culpabilité, qui vont plus l'utiliser, et d'autres moins.
dans la façon également de la manifester, cette culpabilité. Donc ça, c'est important de se Nathalie, rappeler que excusez-moi, par exemple, dans quelle culture, est-ce que vous savez ou pas, ou c'est un peu plus... en France, par exemple, on est quand même très imprégné par cette culture de la culpabilité. On va chercher un coupable quand il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que assez instinctivement, ça on peut le vérifier quand on est parent, c'est qui a fait ça? Oui, Au lieu de se dire qu'est-ce qui s'est passé, par exemple. vrai, Donc, on va chercher un coupable. Alors, c'est humain, hein, c'est humain. Alors, c'est pas forcément très constructif d'un point de vue relationnel c'est de sûr. se focaliser sur celui qui a mal agi, parce qu'on le voit, en fait, ça réduit les possibilités de maintenir un lien de qualité, mais on peut le vérifier, c'est assez fréquent, hein, de finalement chercher à identifier le coupable. Et je vais faire une petite analogie avec ce qu'on trouve Oui, par exemple au tribunal. Quand on se retrouve devant le juge, eh bien, c'est souvent parce qu'il y a eu un préjudice, un tort causé sur quelqu'un d'autre. Donc, du coup, on va avoir une victime et un un coupable. auteur, Ah oui, un un autre. coupable. Voilà, c'est Ok, ça. Alors, d'abord, un auteur d'accord, présumé et puis ensuite, d'accord. potentiellement, un coupable et dont on va effectivement, le juge va essayer de déterminer la faute et la responsabilité du coup du coupable ou de l'auteur présumé par rapport au préjudice. Et du coup, s'il est admis que la personne est coupable, effectivement, ça va entraîner des conséquences. Donc, on va lui demander de payer Oui, sa peine, donc soit oui, par le biais de dommages et intérêts, par exemple. Et c'est ce qu'on pourrait appeler solder la dette, parce que la culpabilité, elle est liée aussi à la dette. Si je fais du tort à quelqu'un, eh bien, tant que c'est pas réparé, tant on n'a pas rétabli quelque chose, je me sens redevable vis-à-vis de quelqu'un oui, à qui j'ai causé du tort. oui, tout Et à fait. ça va être important parce que pour tous ceux qui sont concernés par la culpabilité, je dirais de façon envahissante, on va en parler tout à l'heure, eh bien, Oui, c'est un sentiment permanent d'être redevable, d'avoir à faire des choses pour rétablir une sorte d'équilibre. Puisque, en fait, c'est bien ça le but, c'est que on a besoin de rétablir une sorte d'équilibre social. Si j'ai fauté, j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien, la culpabilité, quelque part, elle va m'inciter à réfléchir à ce que j'ai fait, à peut-être changer de comportement. Bon, la prochaine fois, je m'engagerai à ne plus faire ça à la personne parce que j'ai vu que ça lui avait fait du tort, par exemple, à demander des excuses. On demande à l'autre de nous excuser, oui, c'est-à-dire de ne pas nous tenir coupable trop longtemps de ce qu'on a fait, hein, comme si justement on avait besoin de rétablir un peu cet équilibre, rétablir la justice aussi, hein, c'est ce qu'on va faire justement dans le complètement. cas du tribunal, ou revoir parfois ses valeurs ou ses principes, et pour finir, réparer. Et on va y revenir parce que la réparation, c'est sans doute, à mon sens, hein, ce qui, dans beaucoup de situations, notamment quand on est parent, va justement donner du sens à cette culpabilité. Donc ça, pour l'instant, Anne-Sophie, ce qu'on a évoqué, c'est toute la culpabilité d'une normale qui n'est pas un problème, hein, et qui fait partie de notre vie sociale. On vit tous. Cependant, Ok. qu'on vit tous et c'est bien, Et dans c'est le bien. sens aussi Ok. équilibré, il n'y a pas de problème à la culpabilité. Mais évidemment, quand on voit quelqu'un qui a un problème avec la culpabilité, c'est souvent pas de cette culpabilité-là dont il est question, c'est une culpabilité qu'on va considérer plus envahissante, hein, plus C'est toxique. celle dont je parlais dans l'introduction, en fait, quoi, effectivement. Ouais. Oui, voilà. Mais c'est important de se rappeler, voilà, qu'on n'est pas forcément dans Tout ce à cas de fait. figure, et que le but, c'est pas forcément de se débarrasser de la culpabilité. C'est le fait de retrouver effectivement, de la retrouver d'une manière modérée, C'est ça. qui ne devienne pas chronique, et qui ne crée pas de malaise permanent et de stress, parce que c'est comme ça qu'on peut se sentir quand on est envahi de culpabilité, c'est qu'on n'est pas bien, on est parfois oppressé, et donc on a le sentiment permanent voilà, de porter une sorte de fardeau. Et c'est là, en fait, où ça devient vraiment Là, on une est lourd. problématique. Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, dire aussi peut-être très rapidement, hein, même si là on est dans quelque chose un petit peu plus compliqué, on va dire, c'est qu'en fait on a aussi une part inconsciente de culpabilité qui est issue de longue date dans notre histoire, qui peut d'ailleurs être issue d'ailleurs de notre petite enfance, hein, de notre passé personnel, familial, notamment avec des ressentis qu'on peut avoir en tant qu'enfant, c'est-à-dire on se rend compte que nos parents, et en particulier par exemple notre maman, eh bien, quand on est enfant, on l'aime par-dessus tout, c'est notre objet d'amour premier, hein, dans les premiers temps de notre vie, mais on peut aussi à un moment donné, en grandissant, ressentir parfois de la colère ou de la haine vis-à-vis de celle qu'on aime, c'est-à-dire on se rend compte qu'il y a une ambivalence entre amour et haine, sauf que quand on est enfant, c'est absolument justement culpabilisant de pouvoir ressentir des sentiments négatifs. On a tendance donc à les refouler et à ne pas s'autoriser à ça, parce qu'on se sent coupable de ressentir des sentiments négatifs à l'égard de quelqu'un qu'on est supposé aimer. Voilà, donc ça, c'est juste pour montrer qu'en fait, il y a une ambivalence qui naît Ah très tôt oui, chez l'enfant ah et oui. qu'on peut très vite refouler. On la retrouve, moi je la vois parfois, par exemple, dans les couples, où on va, par rapport à encore des enfants adultes, vis-à-vis de leurs parents adultes, par exemple vieillissants, euh, et qui, au moment d'un accident de la vie, d'un moment important, parfois d'un décès, eh bien, en fait, vont ressurgir tout un tas d'émotions très ambivalentes, et notamment parfois, par exemple, de la colère qui n'avait pas pu s'exprimer avant, parce que on ne s'est pas autorisé à ressentir de la colère vis-à-vis de quelqu'un dont on se sent redevable, par exemple. Voilà, donc ça, c'est juste pour expliquer que quand on est adulte, on a aussi tout ce bagage inconscient par rapport à la culpabilité et qu'un certain nombre de procédés, on va dire, de mécanismes inconscients nous amènent à refouler certains sentiments parce qu'on se sent coupable de les ressentir et donc on va avoir tendance justement à les masquer. C'est ce que justement je voudrais voir avec vous dans cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, c'est oh là là, c'est hyper intéressant. Génial. Euh, alors, cette deuxième, alors comment on la vit la culpabilité? Ouais. Alors, on a bien vu dans cette première partie qu'il y a un aspect qui est plutôt normal et qu'on pourrait plutôt bien vivre dans la relation avec les autres, pour peu que l'on accepte, on le verra justement tout à l'heure, comment vivre cette culpabilité pour qu'elle ne soit pas envahissante. Mais là, on va s'intéresser à plusieurs points qui peuvent expliquer qu'on la vit vraiment difficilement. Alors, il y a par exemple le fait qu'on puisse se sentir endetté vis-à-vis des autres. J'ai le sentiment que je dois payer pour quelque chose que j'ai fait. Sauf que parfois, on n'a pas conscience très concrètement, d'une part, de ce qu'on a fait. On a juste le sentiment qu'on a fait quelque chose de pas bien et qu'on doit payer pour ça. Sauf que le prix n'est pas défini. C'est-à-dire, quand on a une dette, on a normalement une somme. Hein, Oui, si on emprunte de l'argent à quelqu'un, on a une somme, donc on sait exactement quelle somme on doit rembourser. Quand il s'agit d'un préjudice, par exemple moral ou un tort commis, il n'y a pas de prix. Donc, on peut vite tomber en fait dans une espèce de sensation où on doit rembourser notre dette, oui, mais sans fin, comme quelque chose finalement exactement. qui ne se solde jamais. Alors évidemment, c'est problématique puisque on a justement une dette hein, qui n'en finit pas de peser sur nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième cas de figure, il y a des personnes qui vont se couper de leur culpabilité. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette ambivalence. Alors, comme c'est très inconfortable de se sentir coupable de quelque chose, eh bien, on peut finalement faire comme si cette culpabilité n'existait pas. Hein. Ça, c'est des mécanismes qu'on connaît bien en psychologie. Donc, on va avoir comme une espèce de, comment dire, de carapace qui va se créer et qui va nous couper d'une partie de nos émotions dont on ne veut pas s'encombrer. Voilà. Alors, ça, c'est un autre aspect. Je disais, par exemple, il y a des personnes, alors,
c'est des cas particuliers, je vais dire, ce n'est pas la généralité, mais qui ne sont pas du tout en capacité de ressentir de la culpabilité. Et on le voit je sais pas, aux psychopathes, par exemple, hein, Ah, qui, voilà, donc c'est un cas quand même très, voilà. très particulier là. Oui, d'accord, ok. Oui, oui, bien sûr. Là, c'est un cas extrême. Alors après, on peut bien sûr trouver des données un peu plus nuancées, mais c'est juste pour vous donner quelque chose de très extrême où Ok. là, il y a pas de remords, il y a pas de regret, il n'y a pas de sentiment de culpabilité. C'est très froid. Voilà, hein. Il n'y a pas d'empathie par rapport à... Parce que ça Mhm. demande une certaine empathie de se sentir coupable. C'est d'être Évidemment. conscient du tort qu'on a causé chez l'autre. Troisièmement, alors il faut comprendre que la culpabilité, elle est aussi utilisée pour manipuler. Et on y viendra tout à l'heure parce qu'il y a deux niveaux. Il y a la manipulation qu'on pourrait dire socialement acceptable. On l'utilise tous, on va dire, parce que on a très envie de quelque chose. Et, donc, on va peut-être essayer de convaincre le conjoint, les enfants, qu'on va faire ce quelque chose parce que nous, on en a très envie. Alors, on va peut-être user d'arguments, on va essayer de motiver toute la petite famille, on va peut-être utiliser quelque chose comme la culpabilisation, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, c'est pour dire qu'on l'utilise de manière finalement assez fréquente comme dans nos rapports avec les autres. Voilà. Si tu m'avais écouté, ben, j'en serais pas là. Ça, c'est de façon indirecte une façon de culpabiliser Et oui, l'autre. Euh, complètement. si tu avais su comment agir, eh ben, je ne serais pas dans cet état-là maintenant. Voilà. Mais ça, très clairement, même s'il n'y a pas le mot culpabilité, ça culpabilise l'autre. Ah, mais oui. Et c'est important de se rendre compte de ce qui, en nous, résonne de cette manière-là. Parce que c'est typiquement la culpabilité là, qui est au cœur de ça. Un autre aspect, c'est la confusion entre les actes et les personnes, c'est-à-dire qu'on a tendance à confondre, et c'est un problème si c'est le cas. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que ce que vous avez fait, vous le regardez uniquement de façon contextualisée par rapport à ce que vous avez fait, ou alors vous associez ce que vous avez fait à votre être. Par exemple, Oui, et oui. je me Je suis rendu suis. compte que j'ai menti à quelqu'un. Bon, j'ai menti, donc moralement, c'est répréhensible. C'est en général dans notre système de valeurs, c'est pas Oui, vraiment non. considéré comme bien. Je me rends compte que j'ai menti à quelqu'un. Donc, je peux regarder l'acte, j'ai dit ce mensonge à cette personne, c'était à ce moment-là. C'est pas du tout pareil que de faire le constat que je suis une menteuse. Exactement. Je suis une menteuse parce que j'ai menti. Voilà. Donc là, c'est l'être, c'est plus l'acte. Complètement. Et là, ça va globaliser notre observation sur ce qu'on est. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir c'est un autre sujet, bien sûr, je n'aurai pas le temps d'en parler ici, mais là, du coup, il y a un autre sentiment qui va se lier à la culpabilité, c'est la honte. J'ai honte de m'imaginer que je suis une menteuse, du coup, hein, parce que ça touche à mon être, à ma valeur personnelle. Et c'est tellement douloureux de s'imaginer avoir ce type de représentation sur soi-même qu'on peut avoir tendance, en fait, à le mettre de côté, à ne pas le regarder, ou à s'en sentir profondément, justement, coupable, honteux. Et ça peut, du coup, nous rendre triste. Hein. Donc là, c'est une culpabilité sur la personne que l'on est. Et ça dévalorise aussi. J'imagine Bien que. sûr. Hein, Ah oui, bien sûr. Alors ça peut toucher l'estime de soi du tout. Surtout voilà. si c'est récurrent. Je n'arrive pas à être quelqu'un d'autre qu'une menteuse, qu'une voleuse, qu'une personne qui raconte des histoires. Enfin, après, évidemment, hein, c'est qu'un exemple, le mensonge, mais Bien sûr. ça pourrait se généraliser sur d'autres actes qui sont étendus à l'être et qui, effectivement, vont toucher notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes. Alors, il y a deux autres points qui sont importants aussi à considérer, c'est que parfois, on vit notre culpabilité en confondant des émotions. C'est-à-dire que dans certains ateliers, je parle beaucoup de la colère et souvent, ce que je dis, c'est que la colère, elle n'est pas forcément acceptée moralement et socialement. Là aussi, c'est très culturel, mais on n'a pas forcément une aisance à exprimer sa colère.
surtout dans certains contextes. Par exemple, pour une fille, Oui, c'est plus compliqué d'assumer la colère que l'on ressent. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est comme on a compris très tôt, par exemple en tant que fille, que on ne devait pas montrer la colère parce que c'est pas beau, c'est pas joli. T'es pas jolie quand tu te mets en colère, c'est pas bien, etc. Alors en fait, quand la colère arrive, eh ben, on va avoir une sorte de déguisement en quelque sorte où la colère va se transformer en une autre émotion. En tout cas, c'est comme ça qu'elle nous apparaît. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Parce que Moi, je me sens coupable. connais des gens, des femmes notamment, qui vont pleurer, par exemple. Exact, exact. La Voilà, tristesse, elle peut remplacer en c'est fait ça. la colère. C'est ça. Et en même temps, voilà, quand on se connaît bien, on voit bien, on perçoit bien, même intuitivement, la différence entre un vrai chagrin, des larmes vraiment de tristesse, et une tristesse, mais qui est comme maquillée, qui maquille une certaine forme de rancœur, de ressentiment. Et ça, c'est la colère. Voilà. Et pourquoi ça se transforme? Bah, souvent parce qu'on se sent coupable de l'émotion en brut que l'on ressent. Et ça, beaucoup de personnes sont concernées par, on va dire, cette confusion d'émotions. D'accord. Puis, dernier point, alors c'est ce que j'appelle le syndrome du sauveur. On pourra, enfin c'est pareil, c'est un sujet à part entière, mais deux mots peut-être rapidement, c'est que quand on a ce syndrome-là, on va dire, c'est souvent lié à une histoire personnelle et donc on a tendance à se sentir excessivement coupable du sort des autres. Par exemple, je vais avoir du mal à m'autoriser à être heureux parce que je vais considérer que comme l'autre en face de moi n'est pas heureux, alors je vais plutôt avoir tendance à me sentir dans l'obligation en devoir de faire en sorte de le rendre heureux, lui, parce que c'est plus acceptable que moi être heureuse et l'assumer, entre guillemets. Donc, le syndrome du sauveur, il consiste en fait à donner priorité aux autres, à se substituer aux besoins des autres, à agir par devoir, par anticipation, comme si la culpabilité, en fait, c'était un moteur. On va aider les autres par excès finalement de confiance. Alors, euh, voilà, il y a plein de choses c'est pas forcément un problème en soi, on peut se Oui, soigner, en tout cas retrouver un équilibre, c'est parce que les souvent... conséquences, elles peuvent être quand même difficiles, quoi, non compliquées. Alors, il y a une conséquence qui touche beaucoup ceux qui sont concernés par ça, c'est la dépression et le burn-out. Ah, Parce qu'on peut se perdre, bien sûr. tout à fait. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un point. Si vous pensez que vous êtes concerné par ça, c'est-à-dire que vous avez besoin d'apprendre à poser des limites et à définir ce qui est de l'ordre de ce qui est dans vos ressources ou alors de ce qui dépasse en fait vos ressources et vos limites. Parce que là, c'est l'épuisement et le burn-out qui risquent de taper à votre porte. Parfait. Voilà, Oh là Sophie. là, super. Merci beaucoup. Alors, Nathalie, autre petite question. Quelle est la différence entre culpabilité et culpabilisation? Oui, alors c'est une question très importante, Anne-Sophie, parce qu'effectivement, la culpabilité, comme j'ai dit, c'est un sentiment qu'on va ressentir à un moment particulier. La culpabilisation, c'est pas un sentiment, c'est un acte, en fait, un comportement. Et là, pour le coup, qui est peut-être utilisé soit de manière délibérée, parfois de manière inconsciente. Je l'ai dit, on est quand même pétri par tout un tas de choses qui nous ont conditionnés. Mais on va retrouver, par exemple, la culpabilisation dans le cas le plus extrême, dans des relations toxiques, par Oui, exemple, avec des oui. personnalités toxiques qui vont euh, utiliser ce moyen comme un moyen de prendre, d'avoir l'emprise sur l'autre, de prendre le pouvoir sur l'autre. Donc on voit bien ici qu'on est un peu sur un terrain glissant. La culpabilisation, ce n'est pas la culpabilité. C'est vraiment important de bien le Mm. distinguer. Et donc, on peut aussi après, là je donnais un cas extrême, mais se poser la question pour soi-même. Quand on discute et quand on essaye d'ajuster nos relations, quand on est mécontent de quelque chose, est-ce qu'on utilise la culpabilisation? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tendance, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un est en retard, mon conjoint, mon enfant, et donc on va dire, ton retard m'a mis dans l'embarras. Donc, je fais le constat de Mm. ce qui s'est passé. Ou alors, je vais dire, à cause de tes retards, voilà, ça me cause plein de problèmes, je ne m'en sors pas.
Voilà. La différence, elle est mince, mais Oui, dans le premier cas, je fais juste un constat. Dans le deuxième cas, il y a de la culpabilisation. oui. Donc là, ça va être important en fait de quelque part un peu s'analyser sur notre façon de vivre les relations avec les autres et dans quelle mesure on utilise consciemment ou pas cette culpabilisation pour avoir, par exemple, gain de cause. On va dire la culpabilisation, ça peut être un outil de manipulation sociale, mais évidemment, qui là, pour le coup, là où la culpabilité était plutôt normale, la culpabilisation, elle peut être nocive. Hein. Elle peut être nocive. Vraiment. Celle qu'on applique aux autres et parfois celle aussi qu'on s'applique à soi-même. Ce que j'ai dit là concernant les autres, parfois ça s'applique à nous-mêmes. On peut se sentir coupable de tout, de rien, du malheur Oui, des autres, parce que c'est comme ça qu'on le perçoit. On va le trouver en particulier dans certains schémas familiaux où on ne va pas s'autoriser à être heureux parce que notre parent, notre mère n'a pas réussi à être heureuse. Donc, on se sent quelque part bloqué à pouvoir franchir ce cap, comme si le bonheur, ça c'est ça. viendrait trahir C'est ça. notre relation avec notre mère. Ou un autre enfant, on va vivre dans une fratrie avec un enfant qui porte un lourd handicap ou une maladie. Et donc, on va percevoir qu'à travers cet enfant, ce frère, cette sœur qui est accablé de malheur, selon ce qu'on en perçoit, eh bien, on va se culpabiliser de vivre quelque chose de l'ordre d'une liberté personnelle. Hein. Tu parlais du sommet. Voilà, parfois, ça nous piège. Hein. Et là, on n'est pas dans la liberté, hein, on est dans vraiment un emprisonnement, finalement, Tout à social. fait. Tout Voilà. à fait. Je Donc, voilà comprends. l'importance hein, De distinguer les deux mots, effectivement. Donc, la culpabilisation, c'est quand même, il faut faire attention, quoi. Enfin, si on y a recours, ou si on en est victime aussi, quoi, en fait, quoi, du coup, quoi, aussi. Hein, pour Ah, bien poser, sûr, oui, oui, tout à hein, fait. Alors là, voilà. je l'évoquais par rapport à ce qu'on a dit au départ, c'est qu'on est dans une conférence, enfin une rencontre Oui, qui a pour but de travailler sur soi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai bien axé sûr, sur ça. bien Mais sûr. bien sûr, si on était, par exemple, sur un thème qui concerne les relations avec les autres, eh ben là, j'aurais parlé effectivement de ce qu'on pourrait faire par rapport à l'autre qui peut être en position de culpabilisation et comment on s'en défend. Mm. Oui, oui, tout à fait. Et alors, pour terminer, du coup, Nathalie, quoi faire de la culpabilité? Alors, pour répondre à cette question, qui évidemment est importante et c'est la continuité logique de tout ce qu'on vient de dire avant, alors j'ai vraiment essayé de réfléchir de manière très presque exhaustive à ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Et j'ai envie de vous donner en fait vraiment des petites clés Ah très oui, concrètes par rapport à ça. euh, qui j'espère, voilà, pourront vous éclairer. Alors, la première chose, c'est que on a besoin, comme on l'a dit, d'accepter les vraies émotions qu'on ressent et de ne plus se culpabiliser de ressentir certaines émotions. Donc, ça veut dire, j'accepte d'être en colère, même si j'ai du mal peut-être un petit peu à l'assumer, mais j'apprends à accepter les émotions que je ressens sans me culpabiliser. Dans la continuité, ça veut dire aussi que j'apprends à l'exprimer, ce que je ressens. Ça nécessite du coup d'apprendre à s'écouter et de ne pas écouter forcément tout de suite la culpabilité que ça nous évoque, mais essayer de comprendre derrière, d'écouter derrière ce qui se passe en nous, c'est-à-dire ce qu'on ressent, hein, nos émotions. Autre point, c'est séparer les actes de l'être. On l'a dit tout à l'heure, il y a une confusion possible. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est j'ai menti une fois dans ce contexte-là? J'observe ce que ça a fait, ce que ça a produit, qu'est-ce qui m'a amené à ça, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ou alors je me qualifie de menteuse, que vraiment je j'arrive pas à faire autrement, je suis vraiment pas douée pour les relations amicales, je m'en sors pas de toute façon, etc., etc. Je me blâme, hein, et là je suis dans l'être. Non, on sépare les actes de l'être. Quatrième point, on va apprendre à se raisonner. C'est-à-dire si on se raisonne par rapport à certaines situations, du coup ça va nous amener à pouvoir relativiser. Parce que la culpabilité, elle est souvent le fruit de nos perceptions qui donc sont subjectives. Voilà. Donc, si on revient exactement sur ce qui s'est passé en prenant du recul, finalement,
Donc, je me raisonne pour prendre du recul et relativiser. Et du coup, ça va me permettre de modérer des situations que je vais vivre au départ comme excessives et très fortes émotionnellement. Je vous coupe parce que y a quelque chose vraiment à laquelle je pense là, moi qui m'a fait parfois du bien en me disant, OK, j'ai fait du mal, mais c'était maladroit, mais j'ai jamais voulu faire du mal. Enfin, je ne l'ai pas fait exprès, par exemple. Ou alors, je pensais hier à une intervenante là, qui disait qu'elle s'était séparée de son compagnon, mais elle s'était séparée pour aller vers quelque chose qui lui correspondait beaucoup plus. Et je lui disais, mais finalement, OK, tu as fait du mal, etc., mais tu n'as pas. Est-ce que tu as voulu lui faire du mal? Non, tu as fait du mal, mais c'était pas volontaire aussi. Et ça, je trouve que ça fait du bien aussi. Il y a un truc comme ça derrière. Voilà. Ben, il y a l'intentionnalité, effectivement, c'est-à-dire, ça, c'est aussi apprendre, c'est un autre point d'ailleurs, je voulais vous donner, c'est apprendre à se connaître et à s'accepter comme on est, à renoncer à vouloir être parfait, parfaite, Totalement. Totalement. et considérer que ben, c'est pas normal que je fasse du tort aux autres, je devrais pouvoir être parfaite et toujours C'est faire les ça. choses bien comme il faut. Donc, si j'ai blessé quelqu'un, bah, c'est pas normal. Donc, je vais prendre ça comme vraiment un problème inacceptable. Alors qu'en fait, hein, même quand on aime quelqu'un, il arrive à nos dépens qu'on puisse lui faire du tort. Donc, c'est pas intentionnel. Et donc, C'est c'est à pas ce moment-là, intentionnel. voilà. Et on n'a pas à nourrir une culpabilité, justement. Donc, c'est vrai que c'est important de faire la différence entre les deux, savoir la culpabilité saine et celle qui est plutôt toxique en quelque sorte. Hein. Ça fait Complètement. partie aussi des choses qui peuvent aider. Alors, dans certains cas aussi, ce qui va être important, c'est qu'on va décrypter, comme je disais, la culpabilité qui va cacher, qui va déguiser une autre émotion. Hein. Je l'ai dit par rapport à la colère. Donc là, si on se sent coupable, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle cache, cette culpabilité. Soit on le fait tout seul, mais moi, je vous encourage aussi dans certaines situations qui le nécessitent à engager, par exemple, une thérapie, une psychothérapie avec un professionnel, parce que parfois, c'est compliqué de dénouer Oui. et tout ce qui nous a traversé, hein, tout ce qui nous a pétri. Donc, les psychothérapies sont là pour ça. Alors, quand on pense être vraiment en culpabilité envahissante, comme je l'ai dit au début, je pense que ça peut, en tout cas, ça peut mettre un point d'accélération sur la compréhension qu'on peut avoir de soi-même et donc comprendre d'où vient la culpabilité, c'est du coup mieux savoir la gérer par la suite. Il y a un autre point aussi, là, c'est pour ceux qui sont concernés par ce que j'ai dit autour du syndrome du sauveur, c'est d'apprendre à dire non, c'est-à-dire à poser des limites et à pas agir par devoir. Donc, ça veut dire, c'est retrouver cette liberté, justement, hein, d'agir sans se sentir piégé et conditionné par des émotions comme la culpabilité. Et puis, y a d'autres choses. Hein. Tu peux m'arrêter si c'est trop long, mais en tout cas, ça me semblait important. En fait, il y a un point très, très important. Ça, c'est vraiment peut-être à entourer en rouge si vous prenez des notes. C'est qu'en fait, quand on est face à la culpabilité, on a besoin d'identifier notre responsabilité. C'est-à-dire, on va passer de la culpabilité à la responsabilité. Quelle est ma responsabilité? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser quand vous faites face à une situation dans laquelle vous vous sentez coupable. Quelle est ma part de responsabilité? Et c'est certain qu'on en a tous une. Elle n'est peut-être pas à 100%, elle est peut-être à 50% ou à 10%. Mais la plupart du temps, hein, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les relations, on a une part de responsabilité et c'est la seule sur laquelle on peut agir. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a identifié la responsabilité, c'est de l'assumer. Alors, assumer, ça veut dire accepter qu'on a cette responsabilité, pas chercher à mettre la faute sur l'autre en disant oui, mais bon, moi j'ai. Mais bon, c'est quand même plus toi hein, qui es responsable de la situation parce que c'est pas simple. Hein, on n'a pas forcément, c'est pas forcément facile d'assumer cette responsabilité. Donc, et puis, donc c'est déjà pas la remettre sur l'autre, c'est la prendre pour soi, et puis ensuite l'assumer. Ça veut dire que peut-être que j'ai une partie des torts, j'ai peut-être que 20% de tort dans la situation, mais sur cette partie-là, ben moi j'assume cette part-là, quel que soit ce que l'autre fait de sa responsabilité à lui. Ça veut dire que je me Je peux libère. agir.
Et je peux, voilà, pardon. Et je peux agir. Et j'agis, bien sûr. Donc, dans l'idée, par exemple, justement, de réparer quelque chose qui me semble avoir été un tort. Donc, ça veut dire que je vais laisser à l'autre sa responsabilité. Je n'ai pas à prendre sur moi sa responsabilité, mais par contre, je vais agir par rapport à la mienne. Je vais renoncer aussi à être parent, à être... Alors, je dis parent si vous êtes parent, mais ça peut être aussi dans la relation de couple, à être parfait et omniscient pour l'autre. Donc là, c'est vraiment important parce que ça renvoie un petit peu à notre sentiment de toute puissance qu'on a eu quand on était enfant. On avait l'impression que le monde nous appartenait, qu'on était capable de tout. Eh bien, pour certains adultes, ce sentiment de toute puissance, il est resté un petit peu en filigrane là, dans notre vie. Et le but, là, c'est vraiment de lâcher ça parce qu'on n'est pas tout puissant. Et tant mieux, hein. J'imagine, je ne sais pas si on ferait bon usage de notre puissance. Bon, en tout cas, la réalité, c'est qu'on ne l'est pas. Donc, ça veut dire que peut-être trouver, encore une fois, à se comprendre, décrypter, quelles sont les petites racines là, de sentiments de toute puissance qu'on a gardés de notre enfance, où on s'imagine qu'on peut changer les autres, on s'imagine qu'on peut changer les mondes, on s'imagine qu'on peut être parfaite, qu'on peut se maîtriser parfaitement, qu'on peut voilà, être une bonne personne. La maladie de quelqu'un, enfin voilà, oui, c'est ça en fait. Oui, tout à fait. Et pour certaines personnes, il y a un travail un petit peu plus à faire sur ce point-là. Oui. On va ensuite repérer les discours qui peuvent être culpabilisants, donc qu'on a envers soi-même ou envers les autres. L'idée étant encore une fois de faire un travail sur soi-même. Là, je ne vais pas parler aujourd'hui des relations toxiques ou des relations dans lesquelles on a besoin de travailler par rapport à ce que l'autre nous envoie. Là, je parle juste de ce que nous, on peut effectivement produire comme discours culpabilisant que l'on nourrit parfois. Ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. On a pu être marqué, comme je le disais, à nos dépens dans notre enfance, mais on nourrit d'une certaine façon la culpabilité que l'on a reçu, le discours culpabilisant qu'on a pu recevoir. Parfois, on continue à le nourrir à l'âge adulte. C'est-à-dire, on va se blâmer, on va s'auto-critiquer, on va s'auto-culpabiliser. Et évidemment, dans notre histoire, ça ne va pas vraiment forcément nous aider. Bien au contraire, on risque de s'enliser dans cette culpabilisation, dans cette culpabilité, en ayant le sentiment qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est les fameuses phrases qui viennent quand on vient de faire une erreur ou qu'on constate qu'on n'a pas agi comme on voudrait. Donc, on se dit des choses. Voilà, oh, quelle idiote. Oh, mais que je suis bête. Oh, mais là, qu'est-ce que je suis nulle d'avoir oublié ça. Et évidemment, là, c'est très soft. On est parfois encore plus ou grossier avec soi-même. Et donc, finalement, en faisant ça, on va considérer que voilà, j'en suis responsable et je suis coupable de la situation. Et donc, indirectement, ça va effectivement être culpabilisant. À l'inverse, il vaut mieux dire, voilà, c'est vrai, je remarque que j'ai oublié de faire ça ou que j'ai agi de cette manière-là. Voilà la conséquence. Et donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant en vue de le réparer? Ça, ce serait une vision vraiment déconnectée de toute la charge émotionnelle qui va permettre de visualiser ce qu'il est possible de faire. D'ailleurs, on travaille ça en psychothérapie, c'est-à-dire vraiment de se dégager de tout ce qui nous alourdit et qui va erroner nos perceptions. Et nos émotions, justement, peuvent biaiser finalement la réalité, la perception de la réalité, s'en défaire pour ensuite pouvoir vraiment trouver de vraies solutions à une situation, sans être tributaire de nos émotions, envahissantes dans certains cas. Voilà, ça va, c'est pas trop long. C'est génial, non, c'est génial, c'est génial. Alors, j'avais d'autres petites choses. Arrêter de s'excuser aussi, ça c'est important, on n'est pas impliqué. Alors, je parle plutôt pour les personnes qui se sentent coupables de manière excessive. Si vous n'êtes pas impliqué et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ne vous excusez pas. On s'excuse uniquement quand on a vraiment un fait dont on a conscience et pour lequel on est impliqué. Arrêtez aussi, si vous êtes coupable chronique, d'agir à la place des autres. Alors, je pense, par exemple, j'interviens des fois dans des formations sur la relation d'aide. Quand on est dans la relation d'aide, il y a des petits pièges qui sont importants de connaître pour les éviter. Parfois, on veut aider les autres alors qu'ils ne nous ont rien demandé.
Parfois, on veut aider les autres par sens du devoir ou Oui, parce qu'on pense qu'on doit les aider, alors qu'en fait, complètement. d'une part, ils ne nous l'ont pas demandé et d'autre part, peut-être, ils n'attendent pas, ils n'ont pas envie de notre aide. Donc, c'est savoir faire la différence entre ne pas se substituer, encore une fois, hein, aux besoins des autres et d'agir à la place des autres. En fait, on est piégé dans sa propre. Finalement, on a une liberté qui est diminuée et du coup, on agit en limitant la liberté de l'autre. Ah, Je mais totalement. t'impose de t'aider alors que tu ne m'as rien demandé. Donc, en faisant ça, ben, quelque part, je ne respecte pas ta liberté à toi de pouvoir me demander ton aide ou de me dire ce qui te convient. Exactement. Voilà. Et puis, pour terminer, ben, on peut plusieurs choses, hein, je pense par rapport aux enfants, par rapport à soi-même, on peut trouver des réparations qui vont être adaptées à la situation et pas disproportionnées. Éviter d'alimenter notre culpabilité, passer de victime de sa culpabilité à acteur, c'est-à-dire au lieu de se sentir victime de bah, je suis coupable, puis là, j'arrive pas à faire autrement que d'être coupable, puis je me sens vraiment victime de toute cette culpabilité qui me pèse, qui me m'alourdit, bah, je vais prendre une autre posture qui va être plus active. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette culpabilité? Comprendre qu'une erreur, ça amène une leçon à tirer. Se défaire de ses perceptions subjectives, apprendre à avancer. Et Anne-Sophie, pour terminer, moi, ce que je voudrais vraiment inviter chacun, chacune à faire, c'est apprendre à se pardonner. Parce que je pense que c'est ça la clé, au final, de la liberté. C'est apprendre à se pardonner à soi-même plutôt que de garder. Parfois, on va réparer quelque chose qu'on a fait, mais au lieu de solder, on va dire, d'essuyer l'ardoise, puis de se dire, ça y est, on repart sur quelque chose de neuf, ben non, sur l'ardoise, on va laisser, oui, c'est vrai, je l'ai soldé, mais bon, j'ai quand même fait ça, hein, c'est quand même peut-être pas normal, puis j'ai peut-être pas tout payé, puis j'ai encore peut-être une dette, puis il y a une autre dette qui va s'accumuler, puis une autre dette, et au final, on a une ardoise très, très chargée. Donc, on a besoin d'apprendre à essuyer l'ardoise, à se pardonner, c'est ça, hein, à pouvoir avoir un regard bienveillant avec soi-même. Et c'est la seule possibilité de pouvoir nous amener à savoir pardonner aussi à l'autre du tort qu'il nous a parfois fait. Voilà. On a besoin d'aide aussi pour effacer justement l'ardoise. Hein. Seul, c'est pas toujours forcément évident. Et du coup, il ne faut pas hésiter à aller se faire aider, quoi, aussi, quoi, hein, soit par une thérapie ou autre, quoi. Oui. Un immense merci, hein, vraiment, vraiment, Nathalie. C'était waouh, tellement complet, vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de. On sent. Je comprends pourquoi Family Psy est si riche, quoi, en fait. Il y a autant de ressources quand on vous écoute. Voilà, parce que vous donnez tellement déjà là. Je trouve que c'est waouh, merci vraiment. Je pense que les gens vont. Bah, j'espère que voilà, les gens vont être aussi réceptifs que moi je l'ai été, mais j'en doute pas, parce que c'est précieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir, si ça aura pu aider même quelques personnes en écoutant ce propos, ben, pour moi, l'objectif, il sera atteint. Et si ça vous intéresse d'avoir d'autres contenus sur d'autres thématiques autour de la vie familiale, des relations, du développement personnel, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter qui permet ben, de suivre un peu l'actualité et les événements et les ressources justement pour pouvoir continuer à avancer, à grandir sur les autres aspects de notre vie personnelle, conjugale et familiale. En tout cas, merci encore Anne-Sophie pour l'invitation. Merci beaucoup, Nathalie. Et je mettrai les coordonnées de toute façon sous la vidéo, quoi, en fait, de Famille Dixie. Merci, D'accord. à bientôt, À Nathalie. bientôt.